Précédemment, dans Rufus. Alors qu'il tarde à trouver le sommeil, le premier veilleur de Saul et sa femme, la première matriarche, voit surgir un veilleur en pleine nuit. Henry, monsieur, il faut avertir les nôtres. L'homme leur apprend qu'un des leurs a été attaqué aux frontières du village. Les coupables seraient 2 étrangers, aux mystérieux pouvoirs. Pour souligner la fin des classes, Rufus assiste au pique-nique des finissants avec son ami Émile et son tuteur Rémi. Rufus en profite pour parler à la première matriarche d'un rêve étrange qu'il fait toutes les nuits depuis une semaine. Il y a une maison de paille et je m'approche. Mais jamais assez pour y entrer. Le soir, alors que la première matriarche rentre chez elle à la hâte, le décor se transforme soudain devant elle. 2 hommes encapuchonnés apparaissent alors. Ils affirment rechercher quelqu'un et semblent prêts à tout pour le retrouver. Nous pouvons procéder de 2 façons. Vous déliez la langue ou vous déliez l'esprit. Rufus, saison 1, épisode 2. Les étrangers. Est-ce le jour ou la nuit? Les nuages noirs recouvrent complètement le ciel. La petite maison de paille fléchit au gré du vent, comme l'herbe haute sur cette terre désolée. Les bourrasques étouffent le bruit de ses pas, et le ciel s'éclaircit, découvrant 2 soleils pâles, égarés, comme des chiens errants. Le vent se tait. Devant la maison de paille est apparu un individu. Il se fond au décor, immobile. Son regard s'est figé en une grimace inquiétante. Il faut partir, tout de suite. Rufus se réveilla en sursaut. Il prit une seconde pour reconnaître les longues fenêtres parsemées d'eau, qui reflétaient son visage boursouflé par la fatigue. Il était dans la cuisine, debout. Encore ce rêve. Il avait l'impression que de soir en soir, il s'approchait de la maison de paille. Mais il finissait toujours par voir cet être inquiétant, immobile. Et il se réveillait. T'as vu ça, Ruf? Émile pointa le journal sur la table à manger. De mystérieux étrangers, à Saul. Ah, fit Rufus, les yeux fixés sur son bol de gruau. Tu as compris ce que j'ai dit? Des étrangers, à Saul. Ils auraient attaqué un veilleur. Résultat, on les cherche partout. Ah oui? Montre-moi. Là. Juste ici. Tu as encore des problèmes de sommeil, Ruf, hein? Ces derniers temps, tu es pas mal distrait. Rufus acquiesça. Très vite, l'excitation l'envahit. Gilroy, je reconnais ce nom. La première matriarche en parlait hier, et se faisait du souci pour lui. Je comprends pourquoi maintenant. Oui, Gilroy a disparu lors d'une nuit de veille. Son compatriote l'aurait aperçu se faire attaquer par 2 étrangers. Je suppose qu'il a dû suivre le code des veilleurs et rentrer directement au campement pour alerter les autres. Pourtant, malgré leurs recherches, ces 2 étrangers sont toujours en cavale. Je vais porter les garçons à leur activité. N'oubliez pas, quand vous sortirez, restez toujours ensemble. Ne parlez pas aux inconnus. Et si vous voyez des gens louches, revenez immédiatement à la maison. Compris? Oui. Oui, bien sûr. Rufus et Émile échangèrent une grimace. Ils avaient quand même 13 ans.
plus besoin de les couver. Le déjeuner fini, ils prirent quelques minutes pour se préparer. Ils devaient impérativement se faire présentables, car aujourd'hui, ils visiteraient la ferme des Paradis, dans les rangs ancestraux. Nulle autre famille n'avait aussi mauvaise réputation que les Paradis, mais ils avaient déjà proposé leurs services partout ailleurs, sans résultat. En pleine saison de la betterave rouge, les Paradis, courbaturés et vieillissants, auraient sans doute besoin d'un coup de main avec leur récolte. En début de journée, Rufus et Émile quittèrent l'orphelinat pour le rang 17. Le rang 17 pour la route principale, un large chemin de gravelle qui reliait le village d'ouest en est. À cette heure, l'air était frais. Les soleils radieux gagnaient de l'autorité. Les arbres s'égouttaient au chant des oiseaux multicolores et les nuages se dispersaient paresseusement. Rufus craignait les Paradis et ce qu'on en racontait. L'homme, disait-on, était d'un naturel violent et impétueux. La femme, quant à elle, ne sortait jamais, au point où certains en venaient à douter de son existence même. Rufus s'imaginait déjà en train de soutenir leur regard méprisant. Se plaindraient-ils eux aussi de son manque de robustesse? Émile, lui, au moins, était grand, mais trop maigre. Sa carrure de grand squelette n'attirait que les moqueries à Saul, sans parler de son côté intellectuel. Au fait, Ruf, tu sais, les deux étrangers, il paraît qu'on les a vus près des terres agricoles hier. Hein? Ce n'était pas dans le journal. Non, je sais. C'est parce que les veilleurs ne veulent pas que ça se sache. Et comment tu sais ça? Hier, Madame Passel est passée. Tu sais, la commère qui vient souvent voir Rémi. Je me suis collé à la porte pour écouter. Celle qui injurie toujours les postiers? Qu'est-ce qu'elle a dit? Son mari aurait localisé deux étrangers au loin, pendant l'orage. Ils portaient une sorte de cape avec un capuchon. Et ce n'est pas tout. Quelqu'un se trouvait avec eux. La première matriarche. Mais ils se sont vite séparés d'elle. C'est là que M. Passel est sorti. Il l'a fait entrer le temps que la pluie passe. Quand il l'a questionnée sur ces deux individus, la première matriarche s'est tue. Elle n'a rien voulu dire. Étrange, n'est-ce pas? Plutôt, oui. En la reconduisant, plus tard, il a retenté le coup. Et puis? Rien, déclara Émile, avec un sourire narquois. Elle affirmait n'avoir jamais rencontré personne. Si elle ment comme ça, c'est qu'elle est de mèche avec eux. Peut-être. C'est ce que Passel croit. Mais moi, j'ai une autre théorie. Ma théorie, c'est qu'elle a perdu la mémoire. Tu comprends? Rufus s'arrêta de marcher. Il prit un moment pour réfléchir. Comment quelqu'un pouvait perdre la mémoire, comme ça, d'un seul coup? Les étrangers, ce seraient des rêveurs. Touché! Elle s'est fait ensorceler. Voilà ce que je crois. Oh non, on y est déjà. Du haut du belvédère de la côte des Pommes, Rufus aperçut la ferme des Paradis. Une sorte d'immonde dépotoir, gouverné par les vaches, d'où s'échappait une odeur de purin, mélangée à on ne savait quelle substance chimique. Ils descendirent jusqu'aux enclos, mais une fois aux abords du vaste terrain, Émile s'immobilisa. « Émile, tu viens? »« Je sais pas. »« Qu'est-ce que tu racontes? Allez, amène-toi. » Rufus attrapa les poignets de son ami. « Wow! Tu veux vraiment travailler pour eux? Alors vas-y. Les Paradis ont la pire réputation de Saul. Je suis pas intéressé. » Émile croisa les bras et regarda vers le ciel, ce qui était sa façon de dire que sa décision était sans appel. Rufus soupira et s'engagea dans l'allée menant à la maisonnette crochue des Paradis. Pendant une seconde, il se demanda même si l'endroit était habité.
Mais le meuglement d'une vache le ramena à la raison. Il jeta un coup d'œil vers Émile. Ce dernier le fixait avec attention. Rufus venait de poser son pied sur la première des 3 marches quand il entendit des grognements derrière la porte. Qu'est-ce qui se passe, moufon? Il y a quelqu'un dehors? Alors vous êtes mis d'avoir une bonne raison. La dame d'une 60aine d'années était grasse et portait un tablier couvert de saleté. Vous venez faire cueillette? Attendez donc que monsieur en entende parler. Le gros chien noir regarda Rufus de derrière son maître, en agitant la langue et la queue. Qu'y a-t-il, moufon? Comment ça se fait que tu l'aimes bien, lui? Pardon? Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que monsieur Paradis est là? Mon époux est notre chien. Il est allé dire 2-3 mots à cet abruti de Ron Bernard. Oh, Ron Bernard? Oui, vous êtes un orphelin du 17, vous, pas vrai? Tenez-vous tranquille, devant le molosse. Je peux repasser, madame, je suis venu offrir mes services. La dame cligna des yeux à diverses reprises. Par ici, et faites attention à la patère précieuse. Le gros chien noir se rua sur Rufus dès qu'il passa le cadre de la porte. Il lui lécha les bras de son impressionnante langue gluante, en lui tournant autour. Rufus s'assit dans la salle à manger, une pièce menue et brûlante, aux murs trempés. Une grande casserole, entassée sur la table parmi une pile d'assiettes sales, lui obstruait presque totalement la vue. « Stéban !» s'époumonna la grosse dame en se bouchant les oreilles, comme effrayée par sa propre voix. « Stéban, un intrus, ne me fais pas monter, Stéban. Elle ne le tolérerait pas. Au fait, Moufon a pas eu ses œufs de caille. » Elle ouvrit le garde-manger, et une odeur âcre, à s'en évanouir, envahit la pièce. Le chien se mit à geindre, et les pas de Stéban retentirent des escaliers craquants. « Si tu te plains encore, t'auras pas de croquettes. Pas de croquettes. Pas de croquettes. Pas de croquettes. » Rufus se sauva et courut vers la route. Il avait quitté la demeure sans se poser la moindre question, comme par instinct. Il comprenait maintenant pourquoi on se tenait loin des Paradis. Ils étaient complètement fous. Il aurait eu tout avantage à imiter Émile sur ce coup-là. Émile, où était-il? Rufus tourna sur lui-même. Il scruta le fossé et les champs environnants. Aucune trace de son ami. Soit il était parti, soit... La gorge de Rufus se serra. Il avait ignoré les instructions de Rémi en se séparant de lui. Voilà qu'il se retrouvait seul, sans la moindre idée d'où le trouver. Rufus reprit la route sous les soleils aveuglants. Direction l'orphelinat. Épuisé, Rufus s'arrêta. La peau collante, les cheveux dégoulinants de sueur. Il n'avait pas l'habitude de courir de longues distances. Hormis la calèche et le vieux marcheur croisé pas loin du grand puits, et il n'avait rencontré personne. À présent, il se trouvait au milieu des amples terres de Saule, où les champs vastes et verdoyants se prolongeaient à des kilomètres à la ronde. À défaut de pouvoir s'asperger d'eau, il s'essuya le visage avec son chandail et repartit. Il était presque chez lui, quand subitement, il tressaillit. Il venait d'apercevoir un mouvement, plus bas, dans la brousse. Il plissa les yeux. À ce moment, ce fut comme si un coup de tonnerre le heurtait. Rufus crut s'évanouir. Mais alors, ses jambes s'agitèrent sans raison. Ses pieds s'étirèrent devant lui. Le gauche, puis le droit. Il marchait tout seul. Rufus vit approcher le fossé.
S'il ne reprenait pas vite le contrôle, il chuterait. Mais c'était impossible. Une frontière infranchissable se dressait entre son esprit et son corps. Il dévala. Un pas rapide, mais calculé, et comprit que ses jambes, bien qu'incontrôlables, n'agissaient pas au hasard. Face au boisé qui bordait le chemin, il repéra Émile. Il n'était pas seul, cependant. 2 grandes silhouettes noires le précédaient. C'est lui. L'un des 2 hommes posa sa main sur le dos de Rufus et le guida à l'intérieur du boisé. Viens, ici. Il devint alors comme mou et chancelant. Il venait de retrouver sa capacité de bouger. « Qu'est-ce que vous lui faites ?» s'inquiéta Émile. Chut! Bon sang, gamin! Tu n'arrêtes jamais de parler? Fit l'un des 2 hommes. Cet homme, comme son compatriote, portait une cape noire à capuchon qui dissimulait son visage. Tous 2 étaient grands, mais celui-ci était beaucoup plus massif. On le remarquait à la façon dont sa cape épousait ses épaules, larges et musclées. Un athlète hors pair. « Guide-nous à l'orphelinat », ordonna l'autre, à l'intention d'Émile. Rufus comprit qu'ils évitaient la route principale pour ne pas se faire voir. C'étaient eux, les 2 étrangers dont tout le monde parlait. Rufus manquait de tomber à chaque pas qu'il faisait. De petits bourdonnements embrouillaient ses pensées, comme si des guêpes lui tournaient autour. Ils s'enfoncèrent encore davantage dans le boisé. De là, Émile indiqua une direction. Derrière Rufus, le costaud marchait d'un pas détendu. C'était aussi le seul des 4 qui ne faisait aucun effort pour éviter les branches sur son passage. Quand Émile se pencha pour enlever une épine logée dans son pied, Rufus se risqua à regarder le costaud, qui d'un geste sec le poussa vers l'avant. À une certaine hauteur, ils s'arrêtèrent. Le sol, couvert de brindilles, était encore humide. « Ne bougez pas. Je reviens. » Le grand maigre remonta la distance qui les séparait de la route. Rufus braqua ses yeux sur Émile. Ils étaient maintenant seuls avec le plus gros. Mais l'idée de tenter quoi que ce soit contre un pareil colosse ne leur inspirait rien de bon. Ils s'assirent sur un tronçon d'arbre à proximité. C'était quoi ce bruit? Ma tête palpite depuis. Les rêves, Ruf. Ces types ont des pouvoirs. Il fait toujours aussi chaud dans votre coin de pays? Demanda le costaud, en se passant la main au visage. Sa cape était trempée dans le haut du dos, et on apercevait la forme d'une épée énorme sous le tissu. « Oui, monsieur. Toujours chaud. Ou presque. » Le géant se redressa les épaules. On dit que de redoutables guerriers sont formés ici. J'aimerais bien voir ça. Son acolyte les appela. Dès lors, ils gravirent le petit dénivelé jusqu'à la route principale, puis virèrent sur le chemin du rang 17, qui était complètement à découvert. Quelques minutes plus tard, ils ouvraient la porte de l'orphelinat à la volée, faisant bondir le pauvre Rémi, qui passait justement dans le hall à cet instant précis, un pot de fleurs dans les mains. Qu'est-ce qui se passe? Venez, fit le moins gros des 2 hommes, en jetant un coup d'œil derrière lui. Renonçant à toute résistance, Rémi s'écarta de la porte et s'immobilisa à nouveau, effaré. Les 2 étrangers se regardèrent sous leur capuche. Puis, ils désignèrent Rufus. « Nous sommes là pour le garçon. Il est en danger. »